Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous ce matin. Je voudrais remercier Jean-Pierre de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de réfléchir avec vous, et ce n'est pas la première fois, puisque cela fait près de 4 ans que nous sommes associés, de loin en loin, mais quand même associés à une réflexion qui va aboutir à ce qui va vous être présenté ce matin après mon intervention. Alors, vous avez là des éléments qui, comme cela, sont relativement anodins, mais qui mettent en évidence une transformation profonde du pilotage, du management, du marketing du sport. Et cette transformation, c'est justement ce que nous appelons la transition numérique. Alors, transition numérique de qui, de quoi, pourquoi? Cette transition numérique, elle a pour objet de coller à une évolution sociétale qui fait que chacun d'entre nous est aujourd'hui engagé dans une relation dématérialisée à l'autre, aux organisations et en l'occurrence ici au club. Cette dématérialisation va déboucher sur ce qui apparaît ici, c'est-à-dire des emplois d'un nouveau type. Des emplois d'un nouveau type qui posent immédiatement un problème, qui est le problème de la formation. Qui va former ces futurs cadres du sport qui auront comme mission de développer au sein des fédérations, au sein des ligues, au sein des comités et bien entendu au sein des clubs, une transition numérique de façon à permettre à ces organisations de suivre la grande tendance sociétale et de ne pas en être décrochés. Parce que nous allons voir tout à l'heure que si décrochage il y a, c'est un danger de mort pour de nombreuses organisations et, n'ayons pas peur des mots, pour de nombreuses fédérations. On le verra tout à l'heure. Donc, de nouveaux emplois. Il s'agit de définir sur quel type de compétences, sur quel type de savoir et de savoir-faire ces nouveaux emplois vont pouvoir être mis en évidence. C'est ce que nous sommes au sein de la société SWI en situation de faire. Ce qui veut dire que nous sommes, nous, une agence de transition numérique du sport. Nous nous sommes donnés comme mission d'investiguer cette relation complexe, compliquée, conflictuelle entre le sport et le numérique. Cette logique-là nous conduit aujourd'hui à être la première agence de transition numérique. Bon, pourquoi première? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Nous avons été les premiers à nous engager, et cela fait maintenant 7 ans, dans une réflexion qui nous conduit aujourd'hui à maîtriser, je ne dis pas la totalité des procédures de transition que l'on va voir tout à l'heure, mais au moins à être capable de les conceptualiser pour éviter de faire trop d'erreurs. Et Dieu sait si les erreurs il y en a à faire. Potentiellement, elles sont très nombreuses, nous en avons fait beaucoup. Nous sommes entrés depuis 7 ans dans des impasses, dans des voies sans issue. Nous en sommes revenus. Nous avons capitalisé une expérience. Et c'est tout simplement la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes les seuls, donc les premiers. Cette logique-là, il faut essayer de comprendre d'où elle vient. Mais je vais en 2 mots vous l'expliquer. Je suis à l'origine universitaire. J'ai dirigé une faculté des sciences du sport. Je suis professeur d'université depuis 30 ans, 35 ans même. Et lorsque j'ai pris ma retraite, la question s'est posée de savoir ce qu'allait devenir tout le travail que j'avais développé depuis 2006. Parce que c'est depuis 2006 que je travaille sur cette dimension sport et numérique. Le problème de l'université, c'est que c'est une institution. Et une institution, comme vous le savez sans doute, a du mal à changer d'orientation. Le pilotage d'une institution, c'est quelque chose qui se pilote non pas à vue, mais à une logique prospective qui est 5 ans, voire même 10 ans. Le rôle de l'institution, ce n'est jamais le changement social. Et l'université en tant que telle, lorsque je suis parti en retraite, a eu du mal à prendre en considération, alors que le travail était quand même réalisé, à prendre en considération cette transformation. Est-ce que l'université doit aller vers le numérique? Oui. Est-ce que ce que l'on appelle les STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, doivent aller vers le numérique? Moi j'ai répondu oui, mes collègues ont répondu non. Dans ces conditions, j'ai décidé de capitaliser sur tout le travail que j'avais réalisé depuis 2006 et j'ai créé donc une société qui s'appelle SWI. Voilà pour la petite histoire. Avec la Ligue des Hauts-de-Seine et notamment avec Emmanuel, nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 5 ans
Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que nos problématiques, même si nous les formulions différemment, elles étaient identiques. Raison de ma présence aujourd'hui. Le métier d'un universitaire, c'est d'entrer dans une logique de conceptualisation. Alors je vous laisse 10 secondes pour regarder cette figure. Cette figure, ce n'est pas un délire universitaire. C'est ce qu'on appelle une conceptualisation, ou un modèle d'analyse théorique. L'objet est d'essayer de cartographier les fédérations sportives. Cette cartographie des fédérations sportives relève 4 orientations qui sont ici. Vous avez des fédérations qui sont innovatrices. Je dirais que dans leur ADN, il y a cette volonté d'aller de l'avant, d'essayer d'imaginer leur futur, mais avec des considérations immédiates en termes de méthodologie qui sont des limites. Parce qu'imaginer le futur, ça veut dire s'engager dans des méthodologies de prospective extrêmement complexes. Et que cette logique de prospective n'est absolument maîtrisée par aucune fédération, et on peut le comprendre. Vous avez d'autres fédérations que l'on appelle proactives, c'est-à-dire des fédérations qui sont à l'écoute de l'évolution de leur environnement, de leur évolution de leur écosystème, et en étant à l'écoute de cette évolution, elles sont en situation de pouvoir réagir, et de réagir très rapidement. Ce qui sera différent des fédérations simplement réactives. La proactivité, c'est de réagir avec une anticipation de 3 ans, de 4 ans, de 2 ans. C'est-à-dire clairement dans une logique de nature marketing. Les études de marché, les études sociologiques montrent aujourd'hui qu'un certain nombre de fédérations se préoccupent de leur futur, mais de leur futur, disons, qui pour l'instant bute sur l'horizon 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Nous avons fait le choix d'être ici, notre horizon c'est 2030. Il ne reste pas moins que l'on voit que la réactivité et la dimension innovatrice met en avant quelque chose qui est l'anticipation. Vous avez aujourd'hui des fédérations qui sont dans une logique d'anticipation. De manière assez bizarre, et d'ailleurs ça nous a beaucoup surpris, ce ne sont pas souvent les fédérations olympiques. Les fédérations olympiques sont des institutions ancrées sur une culture du sport qui est celle du XXe siècle. On peut comprendre. Les Jeux Olympiques n'évoluent pas de manière régulière. Donc les fédérations olympiques, aujourd'hui, certaines sont là, mais la majorité sont là. Et puis je dirais qu'un certain nombre sont là. Et vous comprenez immédiatement que lorsque l'on combine la dimension conservatrice, c'est-à-dire la volonté de rester ancré sur un savoir-faire qui est historique, clairement le savoir-faire du XXe siècle, et que l'on combine simplement une réactivité. La réactivité, c'est parce que l'environnement à court terme va évoluer, on va essayer de le suivre. Eh bien, on aboutit à quelque chose qui est très souvent une opposition pure et simple. Une opposition pure et simple, ça veut dire que les acteurs fédéraux ne veulent pas changer. On peut les comprendre. Le changement, c'est l'inconnu. Le changement, ça fait peur. Vous avez beaucoup d'acteurs sportifs dans les fédérations qui ont peur de ce changement, et on peut comprendre pourquoi. Le changement, notamment le changement numérique, on va le voir tout à l'heure, c'est une mise en danger très clairement des organisations, mais aussi des acteurs de l'organisation. Parce que leur savoir-faire, leurs compétences, immédiatement, vont être déclassées. Donc on voit qu'il y a là une diagonale, anticipation-opposition, qui est la diagonale du fou, en quelque sorte. Est-ce qu'il faut se situer là-dessus? Pour l'instant, nous, clairement, on n'identifie pas de fédérations qui sont sur cette diagonale. Par contre, un certain nombre de fédérations sont sur cette diagonale-là. Donc elles sont conservatrices, parce que ce sont des institutions, proactives, parce qu'elles sont en train de comprendre que des logiques, on va le voir tout de suite après, que des logiques de danger, des logiques de danger mortel, sont en train de se profiler à un horizon relativement court pour elles. Cette logique-là les amène à être dans une configuration stratégique qui est on réagit. Ou en tout cas, on essaie de réagir. Aujourd'hui, la quasi-totalité des organisations fédérales qui sont dans cette configuration que je viens d'évoquer sont en situation de se dire on va réagir. Parce que si on ne réagit pas, on risque de disparaître, ou simplement, mais ça revient au même à terme, d'être ubérisé. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et puis vous avez une quatrième catégorie qui devrait être
de mon point de vue, la catégorie phare, la catégorie mère des fédérations, qui serait dans une logique innovatrice, celle que j'évoquais tout à l'heure. On est non pas dans une perspective marketing, mais dans une perspective prospective. Et puis, on est dans une logique, parce qu'il faut bien quand même s'y positionner, de réaction. Là, on est dans l'adaptation. Cette configuration-là, ça serait la configuration idéale. Donc, par rapport à cette modélisation, à ce mapping, essayez de voir comment se situe votre fédération de tennis, et peut-être qu'il y aura des questions qui me permettront d'y répondre tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Regardez ça attentivement. Ça, c'est la société contemporaine. La société contemporaine qui met en évidence ces trois grandes catégories d'acteurs qui ne possèdent absolument pas les outils de leur développement. Nous nous sommes intéressés pour essayer de voir et de comprendre, de savoir et de comprendre s'il y avait exactement la même logique dans le domaine du sport, et évidemment qu'il y a la même logique. Strava, que vous connaissez sans doute, si vous faites du running, si vous faites du VTT ou du vélo, vous connaissez Strava. Eh bien, Strava, c'est la plus grande organisation sportive du monde, totalement dématérialisée. C'est-à-dire que Strava n'a pas d'adresse postale, Strava a une adresse numérique, et Strava, surtout, ne fédère pas, qui est quand même le métier de base des fédérations sportives. C'est une fédération sportive, c'est-à-dire qu'elle fédère les organisations. Ben, Strava ne fédère rien, sauf des individus. Je dis bien des individus, des acteurs sportifs individuels, qui vont acheter un service, et c'est ce service-là, c'est à partir de ce service-là qu'ils vont développer leur activité. Et vous comprenez que là, on est dans quelque chose qui est une alerte. C'est une alerte immédiate, parce que le danger, c'est celui-ci. Et c'est un danger généralisable. À une échéance 10-12 ans, il est évident que si le mouvement sportif français, olympique et non olympique, ne s'engage pas dans une réaction d'opportunités de développement pour essayer de faire pareil, et si possible mieux que Strava, il va disparaître. Je dis bien, il va disparaître. L'objectif est donc celui-là. Essayez de trouver des dispositions en termes d'outils qui vont permettre aux fédérations de se développer sur un terrain numérique concurrent, parallèle dans un premier temps, concurrent ensuite, en tout cas ça serait l'idéal, de Strava. De Strava et de toutes les organisations qui aujourd'hui se développent dans l'écosystème fédéral. Vous en connaissez. Dans votre écosystème tennis, il y a des startups qui sont en train de se développer. Elles ne disent pas qu'elles sont dans une logique d'ubérisation, mais au final, quand on les interroge, et surtout quand on voit quel type de service ces startups proposent, on peut se dire qu'un élu local, s'il est contacté par une start-up qui lui propose un service qui va permettre à la ville de rentabiliser socialement et économiquement les équipements sportifs extrêmement onéreux dans lesquels la ville a investi, eh bien si la start-up fait mieux que les clubs historiques locaux, ils auront beau être historiques, ils seront balayés. Les élus n'auront pas trop d'état d'âme. Je ne dis pas trop, parce qu'actuellement ils ont des états d'âme. Mais dans 10 ans, est-ce qu'ils auront toujours les mêmes états d'âme? Et dans 10 ans, on peut parfaitement imaginer que l'ubérisation sera achevée. Qu'un élu local qui aura investi dans des équipements sportifs, contacté par une ou plusieurs startups qui lui proposeront des services dématérialisés, supérieurs aux services proposés par les clubs associatifs. L'élu local, lui, dans 10 ans, il n'aura plus d'état d'âme. Il dira, banco, on y va, on signe un contrat avec vous, 3 ans. Vous faites la démonstration de ce que vous êtes capable de faire. Au bout de 3 ans, on se revoit. Et c'est ce que vous faites, et mieux que le club avec le club historique, avec lequel nous travaillons depuis des décennies, eh bien nous signerons le contrat avec vous. Voilà le danger. L'objectif est donc celui-là, que chaque club
fédérales, quelle que soit la discipline sportive, sont en situation d'être présents sur quelque chose que l'on appellera un réseau sportif de club, dématérialisé, qui permettra au club d'avoir certes toujours une adresse postale, mais d'avoir aussi, et de plus en plus, une adresse Internet. Une adresse Internet qui lui permettra de toucher beaucoup plus de pratiquants potentiels, on appelle ça des prospects, et de fidéliser très certainement ses propres licenciés. Alors, il y a un certain nombre de conditions, des conditions technologiques. Et ce qui vous sera présenté tout à l'heure par Emmanuel met en évidence ces logiques de conditions. La première des conditions, c'est ça. La première condition, c'est ça. La confidentialité des données. Alors, pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut respecter le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. C'est absolument incontournable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que lorsque un club, une fédération, utilise les réseaux sociaux habituels, la certitude qu'il peut avoir, c'est qu'il y aura une exploitation secondaire, c'est-à-dire clairement commerciale, des données mises en ligne. Ce qu'il va donc falloir faire, parce que c'est évidemment pas l'objectif des fédérations, il va falloir que les fédérations se dotent d'un protocole technologique qui permette de respecter une confidentialité totale. Nous avons cherché pendant des mois un partenaire technique qui nous permettait cela, nous l'avons trouvé, c'est voilà. Pour l'instant, c'est le seul. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a posé le problème, on a posé le cadre. Et comme un tout bon universitaire qui se respecte, une fois que ce cadre est posé, on va essayer de le problématiser. C'est-à-dire qu'on va développer, au sein de cette problématique, une réalité théorique. Et cette réalité théorique, pour l'instant, nous la considérons selon deux logiques. Ce sont les deux flèches, la flèche bleue et la flèche rouge. Un travail d'investigation sur 100% du travail numérique des fédérations qui aujourd'hui sont engagées dans une transformation numérique. Observez bien que j'utilise le terme transformation numérique, alors que tout à l'heure, je vais utiliser le terme transition numérique. La transformation numérique, c'est ça. On utilise une appli, deux applis. Je prends un exemple, la gestion des licences, dématérialisée. Certaines fédérations se disent, ça c'est le Graal. On va donc travailler avec des startups qui nous proposent ce service-là. Et elles s'engagent dans une logique de transformation que l'on appelle paramétrique. C'est-à-dire, elles prennent en compte un certain nombre de paramètres de l'organisation en se disant, voilà, on va les digitaliser ces paramètres. Dans 100% des cas, je dis bien dans 100% des cas, à échéance 18 mois, 2 ans, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que ça ne suffit pas de mettre en place une appli dans une organisation qui est une fédération, qui mobilise 3000 clubs, qui mobilise 90 comités départementaux et 12 comités ligues régionales. Il y a autre chose que la technologie. Et cette autre chose de la technologie, c'est le déploiement de la technologie. La capacité à faire en sorte que la technologie percole au niveau régional, au niveau départemental et évidemment au niveau local. De façon à ce qu'au niveau local, les clubs soient en situation non pas simplement d'exploiter la technologie, mais d'optimiser l'outil technologique que leur propose la fédération. Ça, c'est ce que l'on appelle une stratégie de transformation ou de transition systémique. On prend l'organisation comme un système. On prend 100% des fonctions organisationnelles. On identifie parmi ces 100% de fonctions organisationnelles celles qui sont capables de supporter une dématérialisation. Et on les numérise. Et on est dans une logique qui prend en considération non pas une ou deux fonctions, mais la totalité des fonctions susceptibles de supporter la digitalisation. Donc la première chose à faire, c'est ça. Éviter cette impasse dans laquelle nous nous sommes engagés, il y a 5 ans maintenant, éviter cette voie sans issue, qui débouche sur un échec systématique pour inventer autre chose. Et inventer autre chose, c'est ça. Donc, ce que vous devez vous dire, lorsque vous vous êtes engagé dans une réflexion de ce type-là, immédiatement, en premier lieu, est-ce que je veux faire simplement une transformation paramétrique ou est-ce que je veux m'engager
dans une transition systémique. La différence, c'est un calendrier. Vous vous engagez dans une transformation paramétrique, vous en avez pour 6 mois, peut-être même un peu moins. Vous vous engagez dans une transition systémique, vous en avez pour 3 ans. La différence, elle est d'abord là. Pourquoi cette différence de calendrier ? Parce que là, vous allez toucher la totalité des fonctions organisationnelles susceptibles de supporter une dématérialisation et qu'au niveau géographique, vous allez devoir percoler entre les régions, les départements et bien entendu les clubs. Et ça prend du temps. Ça demande un certain nombre de choses et en particulier des formations adaptées. Justement, les formations aujourd'hui, il n'y en a pas. Le ministère des Sports a un projet avec le CREPS de Dijon, qui est le pôle numérique du ministère, un projet qui normalement aurait dû ouvrir en octobre, il ne va pas ouvrir en octobre. On espère tous qu'il va ouvrir en janvier. Rien n'est moins sûr. Donc ça veut dire qu'il y a un retard à l'allumage des organisations institutionnelles, en l'occurrence là, le ministère des Sports. Un retard à l'allumage par rapport à une réalité qui est immédiate. Cette réalité, c'est l'ubérisation. Et l'ubérisation, c'est la disparition d'un certain nombre d'entre vous à une échéance 10 ans, à un horizon 10 ans. D'où l'importance de ce qui va vous être présenté tout à l'heure, parce que c'est probablement la solution qui permettra à des fédérations, pas seulement la vôtre, hein, et surtout, j'aurais tendance à dire à des fédérations dont l'institutionnalisation n'est pas aussi effective que les fédérations olympiques. Aujourd'hui, très clairement, cette logique-là, aucune fédération olympique n'est engagée dedans. Par contre, vous avez ce qu'on appelle des fédérations affinitaires, multisports, non olympiques. Elles, parce qu'elles ont compris que la logique est différente, elles sont sur une logique de sport pour le plus grand nombre, alors qu'une fédération olympique dans la logique du sport de haut niveau, c'est complètement différent en termes de stratégie de développement. Aujourd'hui, nous travaillons avec des fédérations affinitaires, non olympiques, parce que ce sont elles qui ont compris comment les choses doivent se passer. Je vous remercie.